Cours de mathématiques algébriques. Les espaces de Banach. Donc, on se donne un E, un espace vectoriel, sur un corps K. Ce sera toujours le cas dans ce cours. Donc, on définit une norme sur E, qui est une application de cet ensemble E dans les réels positifs. Et une norme doit vérifier 3 propriétés fondamentales. La première, c'est que si la norme de x est égale à 0, alors c'est équivalent au fait que x égale 0. Bien sûr, la norme de 0 du vecteur nul est toujours égale à 0, de façon équivalente. Puis la deuxième propriété fondamentale, c'est l'inégalité triangulaire. C'est-à-dire que la norme de x plus y doit être inférieure ou égale, toujours, à la norme de x plus la norme de y. Et puis, l'homogénéité, la troisième propriété. C'est-à-dire que si on se donne un scalaire lambda appartenant au corps, quel qu'il soit, et ben la norme du vecteur lambda x, et ben c'est égal à la valeur absolue de lambda, au module de lambda, fois la norme de x. Et dans ce cas-là, quand un espace vectoriel est muni d'une norme, on dit que c'est un espace vectoriel normé. Et bien sûr, comme on l'a vu précédemment pour les espaces métriques, on peut identifier automatiquement une norme à une distance. Tout simplement en disant que la distance entre x et y, eh ben c'est égal à la norme de la différence x par y. Donc distance xy est égale à norme de x moins y. Et d'une norme on passe à une distance, d'une distance on passe à une norme de façon équivalente. On définit maintenant ce qu'on appelle la convergence forte. On dit qu'une suite d'éléments xn converge fortement vers x si la norme de xn moins x tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Comme propriété fondamentale, on a que quel que soit le couple de vecteurs xy, la norme de x moins la norme de y est toujours majorée par la norme de x moins y. Propriété fort utile dans beaucoup de cas. Puis, deuxième propriété, si on a une suite xn qui converge vers x, alors nécessairement la norme de xn converge vers la norme de x. De même, troisième propriété, si on a une suite de scalaires lambda n qui convergent vers lambda, et si on a une suite de vecteurs xn qui convergent vers le vecteur x, alors la suite lambda n xn converge vers lambda x. Et la quatrième propriété, c'est-à-dire que si on a deux suites xn yn qui tendent l'une vers x, l'autre vers y, et alors la somme des suites xn plus yn converge vers la somme des limites, converge vers x plus y. Pourquoi ? Parce qu'on peut remarquer que la norme est une application lipschitzienne, donc uniformément continue sur E. Et donc, on en déduit que les applications somme et multiplication par un scalaire sont aussi continues pour la norme. On arrive à la définition suivante. Si on se donne xn une suite dans cet espace vectoriel normé, on note la série des xn, une série dans E, et on note les sommes partielles petit sn, qui est égale à la somme de k égale 1 à n des xk, la série partielle de la suite partielle de cette série. Eh bien, on dit que la série est convergente s'il existe un vecteur dans grand E, L, tel que la suite des sommes partielles, les petites Sn, convergent vers elle.
Et on dit que la série est absolument convergente si la série des normes de Xn est finie, donc est majorée par l'infini. On en arrive au théorème, un des théorèmes fondamentaux de caractérisation des espaces de Banach. C'est l'équivalence entre les trois points suivants. Donc, premier point, E, un espace vectoriel normé, est un espace de Banach. C'est équivalent au fait que toute série absolument convergente est fortement convergente. Ce qui est équivalent encore au troisième point, que toute suite Xn qui vérifie que la norme de Xn est majorée par une certaine constante C à la puissance n, qui est majorée par 1. Et dans ce cas-là, la somme des séries des Xn est fortement convergente. Et on a l'équivalence de ces trois propriétés. Donc on en arrive à une proposition que si on a M un sous-espace d'un espace vectoriel normé, on a alors bien évidemment que M est un espace de Banach, si et seulement si M est un fermé dans E. Par définition, si on a deux espaces vectoriels sur le même corps, on définit ce qu'on appelle une application linéaire de E dans F. Si pour tout couple de scalaires lambda lambda prime appartenant au corps de base, pour tout couple de vecteurs xy appartenant à l'espace vectoriel E, on a que L, cet opérateur linéaire appliqué à lambda x plus lambda prime y, est égal tout naturellement pour une application linéaire. C'est égal à lambda fois L de x plus lambda prime fois L de y. On a vraiment la décomposition linéaire. Comme propriété remarquable, on a toujours qu'une application linéaire du vecteur nul et s'envoie sur le vecteur nul de l'autre espace vectoriel. Et puis bien sûr que l'image de l'opposé est l'opposé de l'image. Donc L de moins x est égal à moins L de x. De plus, on a la proposition très remarquable que si l'opérateur L est inversible, c'est équivalent au fait que si il y a un vecteur x tel que L de x égale 0, et bien alors ça implique nécessairement que le vecteur x est le vecteur nul. De là, on peut définir l'ensemble L, grand L de EF, qui est l'ensemble des applications linéaires de E vers F. On en déduit la proposition très utile suivante. C'est que si on a une application linéaire de E dans F, L, on a l'équivalence des trois points suivants. L est continue sur tout E. Deuxième point, L n'est continue elle est continue en 0. Donc en fait, on a l'équivalence de continue partout à équivalent à continue en un point, l'origine. Bon, c'est très utile dans les calculs. Et la troisième propriété équivalente, c'est qu'il existe une constante C positive, telle que la norme de L de x est majorée par C fois la norme de x, et ceci quel que soit le vecteur x. Donc on en déduit que si on prend une application linéaire continue, on peut définir ce qu'on appelle la norme de cette application linéaire, la norme de L, qui est égale à l'inf de toutes les constantes C de la propriété précédente. C'est-à-dire l'inf des C, telle que la norme de L de x est majorée par C de x pour tout vecteur x. De là, on en déduit une proposition qui est que la norme de cette application linéaire continue
est égal en fait au sup des normes de L de x pour tous les x de normes plus petites que 1. Et encore, c'est trop gros. On le restreint encore en disant que la norme de cette application linéaire L est égale au sup des normes de L de x, mais ce coup-ci pour tous les x tels que leur norme est exactement égale à 1. Ce qui est très utile aussi dans les calculs pour simplifier les cas. Et donc on en déduit immédiatement que la norme de L de x est toujours majorée par la norme de L fois la norme de x. Donc ainsi on en déduit qu'un opérateur linéaire continu est toujours un opérateur linéaire borné. De là, on introduit la nouvelle définition. L'ensemble grand B de EF, c'est l'ensemble des opérateurs linéaires bornés de E dans F. On a bien sûr la proposition immédiate que cet ensemble d'opérateurs linéaires bornés B de E de F est un espace vectoriel. Puis un théorème très important, c'est-à-dire que si on se donne l'ensemble des opérateurs linéaires bornés de E dans F, mais en prenant F un espace de Banach, et ben B de E de F est aussi un espace de Banach. Très pratique. Puis maintenant, on définit ce que l'on appelle une isométrie linéaire, forcément. Donc on dit que un opérateur L, une application linéaire bornée de E dans F, est une isométrie si la norme de L de x dans F est égale à la norme de x dans E. Et ceci pour tous les vecteurs x. Une isométrie. De là, on en déduit la proposition très remarquable. C'est que si on se donne un espace vectoriel normé de dimension finie, eh ben on en déduit que toutes les normes sont équivalentes. Oh, bah alors ça, c'est très pratique. Et on a un autre théorème qui dit que si on se donne E un espace vectoriel normé, eh ben on a l'équivalence suivante, qui est que E est de dimension finie, est équivalent au fait que la boule de centre X et de rayon 1 est un compact. De centre 0 et de rayon 1 est un compact. Puis on définit ce qu'on appelle une famille d'opérateurs de B2 de F qu'on indexe par lambda. Une famille d'opérateurs L de lambda. On dit que la famille L de lambda est ponctuellement bornée si pour tout x dans E, il existe une constante telle que le sup des normes de L de lambda de x sur tous les lambda du corps, et bien ce sup de la norme de L de lambda de x est toujours majoré par cette constante Cx qui dépend de x, bien entendu. Et après, de façon générale, on dit que la famille d'opérateurs L lambda est bornée s'il existe une constante positive telle que le sup pour tous les lambda de la norme de T lambda, de L lambda, est majoré par cette constante C. Pourquoi c'est très utile d'avoir cette notion plus faible de convergence ponctuelle, de ponctuellement borné plutôt que borné? Parce qu'en fait, on a le théorème de Banach-Steinhaus qui dit que si E est un espace de Banach,
Et si on a une famille d'opérateurs de B2 de F, alors, si cette famille est ponctuellement bornée, alors cette famille est bornée. On a la réciproque. Parce que bien sûr, si elle est bornée, elle est automatiquement ponctuellement bornée. En corollaire, avec les mêmes hypothèses, si de plus, pour tout x dans E, la limite de ln de x égale L de x, on en déduit automatiquement que cette limite L, en fait, c'est encore une fois un opérateur linéaire borné de E dans F. Et chose remarquable aussi, on a que la norme de L est majorée par la limite des normes dln de cette suite. Puis maintenant, si on fait la composition des opérateurs, c'est-à-dire si on se donne un opérateur L de B dans F, suivi d'un opérateur L' de B de F dans G, alors, bien évidemment, la composée des deux, ce qu'on note L' appartient, ou L' rond L, comme on veut, appartient à l'ensemble des applications linéaires bornées de E dans G. Et, chose remarquable, on a que le produit des normes L' est majoré par... non, c'est que la norme du produit, je voulais dire, c'est que la norme de L' est majorée par la norme de L' fois la norme de L. Et on en déduit en particulier, si on a un opérateur de E dans E, et bien là, ce coup-ci, la norme de L puissance n est toujours majorée par la norme de L puissance n. De là, on en déduit une bonne proposition, c'est-à-dire que si on se donne un espace de Banach E, et L, un homomorphisme linéaire continu borné de E dans E, et ben, et aussi comme hypothèse que la norme de l'identité moins L est majorée par 1, alors, L admet un inverse. L moins 1, qui est bien sûr aussi dans B de E, et pour tout x dans E, L moins 1 de x est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de la série suite partielle, somme de k égale 0 à n, de identité moins L, puissance k, appliquée à l'élément x. Enfin, on en arrive au théorème de Banach de l'application ouverte, qui dit que si on se donne deux Banach E et F, et L, une application de B de E dans F, surjective, alors on a la propriété remarquable que quel que soit l'ouvert O de E, il existe un ouvert O' de F, tel que L de O est inclus dans O'. Ah, ça, c'est très utile aussi. Et de là, en corollaire, on en déduit que si on prend bien sûr sous les mêmes hypothèses, E et F de Banach et L, ce coup-ci, un opérateur de B de E de en F, mais ce coup-ci bijectif, alors, hors miracle, L-1 est un opérateur dans B de F dans E et continue. Oh, bah, miracle. Puis, par définition, si on se donne L un opérateur de B de E dans F, on définit le graphe de L. C'est l'ensemble, c'est le couple X, L de X, appartenant à E croix F, pour tous les X parcourant E. C'est un sous-espace du produit cartésien de E par F, muni de la norme de E plus norme de F. Et on dit que le graphe est fermé
si cet ensemble est enfermé dans E croix F. Ce qui est équivalent à si on a une suite xn dans E, telle que xn converge vers x, et L de xn converge vers y, alors nécessairement y est égal à L de x. De là, on arrive au théorème de Banach du principe du graphe fermé. Donc, si on se donne EF de Banach et L une application linéaire entre E et F, fermée, alors L est un opérateur continu. Donc, on en arrive à la nouvelle définition. Si on se donne un sous-espace fermé M de E, on dit que M est direct. S'il existe un autre sous-espace fermé grand N inclus dans E, tel que deux propriétés, telles que M inter N est égal le vecteur nul, et que M plus N égale totalement E. Par corollaire, on en déduit que si on a un E, un espace de Banach, et M, un sous-espace fermé de E, alors on en déduit l'équivalence que M est direct, si et seulement si il existe un opérateur P dans B de E dans E, tel que deux propriétés, P carré égale P, c'est-à-dire que P est involutif, et que M, c'est l'ensemble des X dans E, tel que P de X égale X. Ce qu'on appellera plus tard un projecteur. On définit encore si on se donne deux Banach, E et F, et L appartenant à B de E dans F, eh ben on trouve que le dual de L étoile de L est un opérateur défini sur F étoile, tel que L étoile appliqué à F de X, c'est par définition l'élément F de L de X, pour tout X dans E et pour toute fonctionnelle dans F étoile. On en déduit que si on se donne deux Banach E et F, et L toujours un opérateur dans B de F, alors L étoile, le dual, eh ben il appartient à B de F étoile dans E étoile, tel que la norme de L étoile égale la norme de L. Puis vient le théorème de Hahn-Banach. Ça veut dire que si on se donne M un sous-espace vectoriel de E, un espace vectoriel normé, et si on se donne F une fonctionnelle linéaire continue définie sur le sous-espace M, et ben alors on peut la prolonger en une fonctionnelle sur tout E. C'est-à-dire qu'il existe F', une fonctionnelle linéaire continue définie sur tout E, telle que la restriction de F' à M est exactement égale à F, et en plus que la norme de F' est égale à la norme de F. On en déduit, grâce à ça, le corollaire. Donc si on se donne M un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé, et X un vecteur qui n'appartient pas à M, et bien alors, il existe une fonctionnelle linéaire continue définie sur E, telle que la restriction de F à M est nulle, que la norme de F est égale à 1, et que F de X soit exactement égale à la distance entre X et M. Puis vient la notion de séparabilité qu'on a vue dans le chapitre des espaces métriques. Donc, si on se donne, nouvelle proposition, si on se donne E un Banach, on a la propriété que si le dual de E est séparable,
Si E étoile est séparable, alors E est séparable. On arrive à la proposition suivante. Si on se donne E un espace vectoriel normé, quel que soit le vecteur x0 dans E, on définit une fonctionnelle linéaire continue que l'on note J de x0, donc sur le dual de E étoile, donné par J de x0 appliqué à une fonctionnelle f, et ben c'est égal à f de x0, quelle que soit la fonctionnelle f dans E étoile. Et donc l'application qui à x associe cette fonctionnelle J de x, et ben en fait c'est une isométrie linéaire de E dans le bidual de E dans E étoile étoile. On en définit ce qu'on appelle maintenant un espace réflexif. E est un espace réflexif si E est isomorphe à son bidual. Avec bien sûr l'application qui à x associe la fonctionnelle J de x. On en déduit immédiatement que tout espace réflexif est un espace de Banach. Enfin, on arrive au théorème de Kakutani. Un espace de Banach est réflexif si et seulement si la boule unité fermée est compacte pour la topologie faible. Maintenant, on va définir les trois normes fondamentales. Donc, on se donne un vecteur x dans K puissance n. On appelle la norme 1 de x, tout simplement, la somme des valeurs absolues des xi. Donc, norme 1 de x est égale à la somme de i égale à n des valeurs absolues des xi. La norme infinie, donc, c'est pas pareil, c'est le maximum des valeurs absolues des xi pour tous les i entre 1 et n. On prend le max. Et la norme P, c'est la somme de i égale à n des valeurs absolues de xi puissance P et le tout à la puissance 1 sur P. Maintenant, une très importante proposition, l'inégalité de Holder. Donc, si on se donne P et Q deux réels conjugués, c'est-à-dire qui vérifie la formule 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, alors, pour quel que soit le couple xy de vecteurs dans K puissance n, on a la formule remarquable que la somme de i égale à n des valeurs absolues des xi, yi est toujours majorée par la norme de x, la norme p de x, multipliée par la norme q de y. Une autre proposition fondamentale pour comprendre ces espaces-là, c'est l'inégalité de Minkowski, qui dit que la norme p de x plus y est toujours majorée par la norme p de x plus la norme p de y, ce qui est l'inégalité triangulaire de la norme. Enfin, on arrive à un théorème très utile, c'est-à-dire dans tout espace de Banach, toute série normalement convergente est convergente dans cet espace de Banach. Et réciproquement, si on a E un espace vectoriel normé dans lequel toute série normalement convergente est convergente, alors E est aussi un espace de Banach. Puis on définit un nouvel objet qu'on appelle CBK de E. C'est l'espace vectoriel normé formé des fonctions continues et bornées de E dans R, muni de la norme uniforme, norme de f, c'est égal au sup de
de la valeur absolue de f de x, pour tous les x dans E. On remarque bien sûr que si E est un espace compact, alors toute fonction continue sur E est bornée. On en déduit que cet espace-là, CBK de E, muni de la norme uniforme, est un espace complet. Puis on arrive au théorème de Weierstrass, qui dit que l'ensemble des fonctions polynomiales du fermé 0,1 dans R est dense dans l'espace des fonctions continues de 0,1 dans R, muni de la norme uniforme. Puis maintenant, on définit ce qu'on appelle l'espace LP. C'est l'ensemble des suites telles que la norme P de U est finie. On en déduit immédiatement que cet espace LP muni de la norme P est un espace vectoriel normé. Puis une autre proposition, c'est que pour toutes les normes P, les espaces LP sont complets. Puis on définit ce qu'on appelle les suites à support borné. C'est-à-dire que D, c'est l'ensemble des suites UN, telles que pour toutes les suites UN, il existe un certain rang, petit n, tel que tous les éléments de cette suite après UN, c'est-à-dire quel que soit P supérieur ou égal à N, UP égale 0. Pour toutes les suites, elles valent certaines valeurs à un moment, puis à partir d'un certain rang, elles sont toujours nulles. Par une proposition fondamentale, on a que pour tout P supérieur ou égal à un nombre réel, mais différent de l'infini, on a que cet espace D est dense dans LP. Oh, très utile. Malheureusement, on peut démontrer que D n'est pas dense dans L infini. C'est pour ça que L infini est le cas un peu particulier topologique des espaces LP. On en arrive au théorème remarquable. C'est que si on se donne deux nombres PQ conjugués, donc si 1 sur P plus 1 sur Q égale 1, on définit une application LV qui va de LP dans K, qui a un vecteur U, associe le produit scalaire de U par V, ce qui est égal à la somme des UNVN. Et on peut montrer que c'est une forme linéaire continue sur LP, de norme, le vecteur V, la norme Q de V. Et réciproquement, quelle que soit la forme linéaire continue sur LP, il existe un unique vecteur dans LQ, tel que cette forme linéaire est égale à LV, et que la norme Q de V est égale à la norme de phi dans LP. On en déduit le théorème que L, il existe un opérateur grand L qui va de LQ dans le dual de LP, qui a tout vecteur de LQ associe la fonctionnelle L de V. Et on démontre que c'est une isométrie linéaire bijective. On en arrive au corollaire de Hahn-Banach. Si on se donne E un espace vectoriel normé, pour tout x dans E, on peut définir que la norme de x, c'est le supérieur, pour toutes les fonctionnelles dans le dual de E, telles que la norme de f est majorée par 1, de l'ensemble des valeurs absolues de f de x. Mais ce qui fait un peu beaucoup. Et en fait, on peut remarquer que ce sup est en fait un max.
On en arrive maintenant à la définition d'un hyperplan. Un hyperplan H, c'est en fait l'ensemble des vecteurs x tels que f de x égale alpha pour alpha, un réel, et f, une application linéaire de E dans R, qui n'est pas identiquement nulle. On en déduit que, par proposition, qu'un hyperplan est fermé si et seulement si f est continu. On définit l'hyperplan de séparation entre deux ensembles AB au sens strict s'il existe epsilon positif, tel que, quel que soit x dans A, f de x est majoré par alpha moins epsilon, et quel que soit y dans B, f de y est minoré par alpha plus epsilon. Et on dit que cet hyperplan H sépare au niveau alpha. On rappelle la définition d'un convexe. Si A est une partie convexe de E, c'est-à-dire que quel que soit le couple XY de A, quel que soit le paramètre t appartenant à 0,1, on a que le vecteur tx plus 1 moins ty appartient toujours à A. Et de là, on finit ce cours sur les espaces de Banach par le théorème de Hahn-Banach, forme géométrique. Si on se donne A et B deux sous-ensembles non vides convexes disjoints d'eux, si A est fermé et B est compact, alors il existe toujours un hyperplan fermé qui sépare A et B au sens strict.